Bienvenue à cette édition de mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut Patrick! Grosse semaine pour les cinéphiles, on se le cachera pas. Ouais, des très bons films qui prennent l'affiche aujourd'hui. Donc des films qui étaient très attendus. Écoute, on va retourner en 1927 à Saint-Élie de Caxton pour L'Arracheuse de temps. On retrouve nos Ghostbusters originaux pour Ghostbusters Afterlife. Et un retour aussi en arrière, mais plus récent, avec King Richard qui aborde en fait le parcours ou en fait l'histoire du père des jumelles Serena et Venus Williams. Ben, ils sont pas jumelles, mais pas jumelles, sœurs, oui, non, oui, tout à fait. Tu as bien fait de me reprendre, j'avais en tête. Des sœurs Williams, devrais-je dire. Oui, puis ce film-là est aussi directement ce qu'on appelle du Oscar bait. Là. Fait que dans la course aux Oscars, dans les spéculations de la course aux Oscars, c'est donc... Pour Will Smith, donc ça pourrait être une nomination pour le comédien. Petite semaine en ce qui concerne nouvelles et bandes annonces, mais il y a quand même deux trucs qui ont retenu un petit peu notre attention, n'est-ce pas? Ouais, comme on se disait, hors enregistrement. Je sais pas, c'est parce qu'on approche là, du temps des fêtes, puis les nouvelles se font plus rares, puis les castings et tout, fait que peut-être que ce sera plus léger au cours des semaines. Mm-hmm. Cela dit, le bon et beau comédien François Arnault se démarque. Il va être dans le prochain film de Liam Neeson, avec Liam Neeson. La distribution, c'est un suspense, un thriller qui s'appelle Marlowe. Avec c'est ça, Liam Neeson et Diane Kruger et Jessica Lange. Marlowe, ça va être réalisé par Neil Jordan, qui a fait, entre autres, c'est ça, The Crying Game ou Greta dans les dernières années. Fait quand même je sais pas si c'est un maître, là, mais un habitué des suspens. Puis, c'est basé sur un roman. Alors, Marlowe, qui est un enquêteur. On en sait peu de choses pour l'instant. François Arnault va jouer le rôle du frère de l'actrice portugaise Daniela Melchior, qu'on a vu dans le dernier Suicide Squad, qui était Ratcatcher 2. Mm-hmm. Là, d'après moi, un Québécois, une Portugaise, il voulait juste du monde avec comme un accent étranger quand il parle en anglais. Puis, pour ceux qui n'ont pas l'image de François Arnault, là, ici, il s'était fait connaître beaucoup avec Les Grandes Chaleurs, puis J'ai tué ma mère là, en 2009. Puis, aux États-Unis, il a percé tranquillement en jouant, entre autres, dans les Borgia au début des années 2010. Puis, je savais pas ça, en fait, parce que j'ai pas écouté les Borgia, mais c'est Neil Jordan qui est le créateur de cette série-là. Okay. Fait que c'est peut-être là qu'ils sont liés d'amitié. Fait que ça doit être pour la prochaine ou dans 2 ans, peut-être, ce film-là. Mais François Arnault, on va le retrouver ici en février dans Norbourg, là, le suspense, le drame financier là, sur l'affaire Vincent Lacroix. Mais ça, c'est comment faire un bon segue. Ça, c'est une jeune vedette qui est montante, mais il y a aussi des vieilles vedettes qui s'accrochent, peut-être. Oui, en fait, est-ce qu'on classe Liam Neeson dans ce créneau-là? Bien qu'il a toujours tourné. L'autre, ça a été plus tranquille suite à toutes ces multiples frasques de la dernière décennie. On parle de Mel Gibson, qui autrefois était au sommet d'Hollywood ou presque à une certaine époque. Et écoute, ça a vraiment mal viré dans son cas. Quand même, les dernières années, il a réussi à ressusciter un petit peu sa carrière, là, surtout comme réalisateur quand même. Là, il est tombé un peu dans les films indépendants un petit peu plus. Peut-être tout à fait. Si c'est comme calmé... Mais là, il reviendra dans les grâces des majors à Hollywood parce que c'est un projet qui circule depuis quelques années. Là, on entendait les rumeurs d'un fameux 5e Lethal Weapon, évidemment la franchise qui l'a fait connaître au grand public, qui l'a propulsé comme vedette. Évidemment, une excellente série de comédies policières avec Danny Glover aussi. Mel Gibson, donc, en plus de jouer dedans, il réaliserait aussi peut-être le 5e volet parce qu'on sait que le réalisateur, en fait, et producteur de la série, Richard Donner, est décédé il y a quelques mois déjà, là, je pense, ou peut-être... il me semble que ça fait moins d'1 an. Oui, moi, assurément moins d'1 an. C'était-tu... on t'a dit Richard Donner qui avait réalisé les 4 premiers? Oui, il a fait les 4 films, produit les 4 films, donc c'est vraiment un de ses bébés. Donc, il devait réaliser ce nouveau volet-là. Évidemment, il ne pourra pas le faire. Donc, Gibson prendrait la relève. Donc, ça va être à suivre. Est-ce qu'une énième suite est absolument nécessaire? Le 4e était déjà vraiment un petit peu en deçà des 3 premiers qui, je trouve, se tiennent bien, honnêtement. Je ne sais pas si tu t'en rappelles-tu assez? Je me souviens d'en avoir écouté comme
plusieurs dans ma jeunesse, dans les années 90, mais c'est très vague lequel est lequel. C'est lequel qui a comme des balles de fusil qui percent le métal, puis les armures, là, qui s'appellent des Cop Killers. Ça doit être le 3 ou le 4, probablement. Là. Ouais, je pense que c'est peut-être le 4. Le 4, je pense que je l'ai vu une fois ou deux, donc c'est très loin. C'est dans le premier qu'il y a comme la scène... ils comparent leurs cicatrices. Là, c'est dans le 3. Je suis pas sûr que le 1 puis 2, j'en ai de très frais souvenirs. Le premier était quand même très noir, c'était très intense comme film d'action, et c'est vraiment à partir du deuxième qu'on est tombé un peu plus dans la comédie. Mais donc, en tout cas, on verra bien. Espérons que le scénario sera à la hauteur si jamais le film voit le jour. C'est ça, si le 5 voit le jour, je promets de me faire le marathon là, pour... être bien imprégné, c'est ça, de l'univers et des personnages. Ça vaut la peine. Honnêtement, c'est vraiment des très bonnes franchises de films d'action. Sinon, en termes d'annonces, encore là, plutôt tranquille, mais il y en a quand même une qui fait jaser d'elle, évidemment, parmi les fans de films de super-héros. C'est un film qu'on attend très bientôt aussi, le nouveau Spider-Man Far From Home. On a eu droit à une nouvelle bande-annonce qui en révèle un petit peu plus. C'est No Way Home. No Way Home? Ouais, c'est ça. C'est Homecoming, Far From Home, puis No Way Home. C'est ça. Il y a de quoi être mêlant. C'est pardonné. Mais beau concept de titre quand même. Donc, évidemment, on en apprend un peu plus qui sera présent dans ce film-là parce qu'évidemment, on parle de multiverse, d'univers parallèles. Évidemment, c'est plus un secret que tous les méchants. En fait, il y avait certains méchants qui revenaient de la franchise de Tobey Maguire et de celle d'Andrew Garfield, mais là, on les a tous vus rapidement à l'écran. Reste à confirmer si, évidemment, Tobey Maguire et Andrew Garfield seront présents. C'est ça. Eux, ils étaient dans le moulin à rumeurs, mais la bande-annonce les dévoile pas, ce qui est quand même bien. Fait que ça garde la surprise de seront-ils ou pas. Moi, je pense que oui. Moi aussi, je pense mais que oui. Je sais pas si ça va être juste en clin d'œil ou vraiment, là, ils vont se battre puis l'appuyer à voir. Tout à fait. Est-ce que ça va finir que comme chaque Spider-Man va devoir s'occuper de son propre méchant ou ils vont... ou les trois ensemble vont... ou tag team comme à la lutte, je sais pas. Mais c'est ça, la nouvelle bande-annonce vient de sortir, puis c'est parce qu'on est à quelques semaines de la sortie du film, qui serait le 17 décembre, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est de quoi se mettre en appétit pour tenir quelques semaines pour les fans de Spider-Man, qui fait aussi tout le temps des bons chiffres au box-office, cette franchise-là. C'est un personnage très aimé et parmi les plus populaires de super-héros. Je pense que c'est le plus populaire, en fait, je pense, en termes de recettes. J'avais déjà vu, là, il y a quelques années, je pense que le personnage de Spider-Man lui-même génère à peu près 1 milliard en produits dérivés de toutes sortes. Donc, évidemment, c'est très payant. C'est sûr que s'il compte les films, lui, ça va être comme son 8e film solo. Là. Il y en a eu plus que d'autres parce qu'il y a eu des remoutures. Je sais pas si un jour on aura un nouveau Iron Man dans un reboot, puis que là, ça va... parce que les Iron Man aussi, ils en font pas mal. Tout à fait. Mais, c'est un autre sujet, ça. L'argent et les Marvel. Ouais, passons d'attaque les sorties de la semaine. Donc, pour les cinéphiles, c'est pas le choix qui manque. Surtout avec cette température qui frappe le Québec. Donc, pluie, neige, le cocktail est lancé pour la saison de l'hiver. Un bon moment pour retrouver les salles de cinéma. Donc, grosse sortie en termes de films québécois. L'Arracheuse de temps de Francis Leclerc, adaptation d'un conte de Fred Pellerin. Qu'est-ce que ça raconte pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'univers de Fred Pellerin? Oui, ou qui veulent se rappeler de ce conte-là. Alors, Fred Pellerin est un conteur populaire qui vient de Saint-Élie-de-Caxton. Alors, tous ses contes et histoires se passent dans son village. Alors ici, on alterne entre... en fait, le film commence, on est en 1988 à Saint-Élie, puis il y a un jeune garçon de 11 ans, qui est un jeune Fred Pellerin, qui s'inquiète pour la vie de sa grand-mère, dans le fond, qui est un peu malade et craignant la mort, justement. Alors, sa grand-mère, pour le rassurer, décide de lui raconter cette vieille légende. En fait, plutôt l'histoire de quand il était jeune, dans les années 20, à Saint-Élie, où ils avaient réussi à vaincre la mort, dans le fond. Alors, c'est pour ça qu'il veut y enseigner que t'as pas à craindre la mort, elle ne vient point à Saint-Élie. Alors, c'est l'adaptation, comme tu as dit, de son conte du même titre, L'Arracheuse de temps, là, qui était autour de 2010, peut-être. Pas au cinéma, mais dans une salle de spectacle.
C'est aussi une nouvelle vision, une nouvelle distribution, parce que Luc Picard avait adapté 2 des contes et histoires de Fred Pellerin. C'était Babine puis Ézimézac. Mm-hmm. Alors là, ici, Francis a choisi complètement une nouvelle distribution, une nouvelle vision. Et c'est franchement bon. Oui. Oui, disons-le. C'est très, très réussi. Francis Leclerc, écoute... un réalisateur très solide, nous avait donné son film précédent Pieds nus dans l'aube, qui était aussi un film d'époque, évidemment un peu plus différent, mais Un été sans point de coup sûr, qui est un de nos films coup de cœur aussi. Donc, on voit rapidement qu'il s'inspire de Tim Burton, évidemment. Je pense que Tim Burton a aussi inspiré beaucoup Fred Pellerin dans son parcours. J'avais déjà lu en entrevue qu'un de ses films fétiches, c'est Big Fish. Donc, on ressent ces atmosphères-là tant dans les couleurs, la période, évidemment, on est dans le temps de l'automne, dans la musique aussi. Et autre observation, dans la structure du scénario, je ne peux pas faire un parallèle parce qu'on est dans le conte, c'est un de mes films aussi que j'adore beaucoup, The Princess Bride, que tu n'as pas vu, non, mais que tu dois voir un jour. Donc, je pense que c'est Princesse au bouton d'or en français. Donc, film milieu des années 80 où un jeune garçon se faisait raconter une histoire par son grand-père. Là, c'est un jeune garçon qui se fait raconter une histoire par sa grand-mère. C'est vraiment à tout niveau, je pense qu'on peut le dire, vraiment un niveau technique et des comédiens. Oui, c'est ça le reproche. Superbe distribution. Ici, le personnage, si vous connaissez le conte par cœur, là, ça a quand même été un petit peu fignolé, adapté pour que scénaristiquement, ça soit intéressant. Surtout que les contes, c'est toujours... Fred qui va, je le prénomme comme si je le connaissais, mais Fred Pellerin qui raconte l'histoire, tandis que là, on a une légère narration, mais la plupart du temps, c'est les personnages qui vivent leur vie, si on veut. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu un peu de tournant. Puis Bernadette est vraiment au cœur du récit, sa grand-mère. Elle est interprétée par Jade Charbonneau, qu'on n'a pas vu beaucoup au cinéma pour l'instant, très peu en fait, et surtout dans plusieurs séries, là, si vous êtes fan de téléséries et de téléromans québécois, là, 5e rang, L'heure bleue, District 31, etc. Bon, quoi qu'il y a énormément de monde dans District 31. Là. Mais elle est flanquée quand même de Marc Messier, Céline Bonnier, Guillaume Cyr, Émile Proulx-Cloutier, le jeune Oscar Desgagnés, Michel Deslauriers, Marie-Ève Beauregard, Pierre-Luc Funk, Sonia Cordeau, qu'on a connu avec Les Appendices, et Geneviève Schmidt aussi. Donc, solide distribution. Et honnêtement, Jade Charbonneau, elle est vraiment magnifique. Elle crève l'écran. Je trouve qu'elle incarne bien cette jeune femme qui démontre une certaine audace ou qui n'a pas peur de remettre en question les choses, un peu de brasser la cage du village. Qui est de foncer, comme si on peut dire. C'est une fonceuse, donc beaucoup de caractère. Donc, moi, j'ai vraiment aimé. Et je pense qu'un des personnages, sans surprise, qui vole le show, c'est Pierre-Luc Funk, évidemment, qui est très drôle dans son curé, qui zozote, un peu flyé aussi. De très bonnes scènes, Pierre-Luc, j'ai bien apprécié. Oui, absolument. Puis il y a beaucoup de scènes où il joue avec Marc Messier. Fait que c'est comme un duo vraiment cool là, d'avoir un de nos grands comédiens une soixantaine, je sais pas si... Je pense pas que Marc Messier a 70, OK? Ouais, mais avec un jeune Pierre-Luc Funk qui est partout, je pense que quand même tout le monde apprécie, surtout son talent comique. Fait que, puis il en met pas trop dedans, c'est vraiment bien balancé. Ça a une facture à peu près... 75-80% du film se déroule dans les années 20, mais comme tu as mentionné, on revient parfois dans les années 80 où là, la grand-mère ajoute à son récit, puis la vie avance pour eux aussi. Quand on est dans les années 20, le petit village, c'est comme super beau, puis ils ont fait ça pas mal en réel. Là. Ils ont comme décoré un peu un village, mais ils ont pris pas mal les constructions réelles qu'il y avait, puis ça donne vraiment l'esprit du petit village. Tous les personnages sont assez caractéristiques, comme tu fais mentionner avec, par exemple, Big Fish, là, mettons, en parallèle, que le forgeron, il est sale, le forgeron, il est inquiet, mais il est fort. Ben, il va être ça un peu tout le temps, mais ça n'en est pas comme aliénant. C'est vraiment sympathique parce que c'est un conte, c'est une histoire, fait que chaque personnage a son rôle puis un peu son objectif. Le film est quand même visé général déconseillé aux jeunes enfants. Fait que moi, je dirais que c'est un petit peu comme Harry Potter. Là. Il y en a beaucoup, en fait, des Harry Potter qui ont le même visa. Si vous êtes... parce que
il y a une grosse relation avec la mort. La mort elle-même peut faire peur, l'arracheuse de temps. Et si vos enfants ont aucune connaissance de ce qu'est la mort, vous allez avoir des questions à la sortie du film, c'est certain, parce que c'est ce qui est abordé. Mais s'ils sont habitués, par exemple, à l'univers d'Harry Potter ou ce genre de trucs, il n'y aura pas de problème. Là. Je pense pas qu'il va y avoir de cauchemar. Là. Et d'ailleurs, je trouve que la mort était vraiment bien amenée. Elle est quand même au cœur de cette intrigue-là. On vous laissera... on ne dévoilera pas qui incarne la mort quand même, mais c'est un choix surprenant, audacieux, mais... Écoute, moi, j'ai hâte de le revoir, justement, pour le réécouter, là, sachant qui l'incarne. Oui, c'est ça. Mais, ça s'est révélé, là, je pense qu'à la première page du générique, si on veut. Là. Mais à la fin, complètement, donc pas au début. Mais le maquillage était vraiment bien exécuté. Oui, c'est vrai. Il y a aussi énormément d'effets pratiques dans le film, d'effets réels. C'est vraiment un cinéma comme ça que Francis Leclerc voulait faire. Là. C'est pas juste une question de manque de budget. Il voulait vraiment jouer avec des effets réels, du maquillage, utiliser des dollies, des effets de caméra que juste mettre du CGI. Là. C'est sûr qu'il y en a un petit peu, mais le pommier, c'est un vrai pommier. C'est pas juste un arbre sur un green screen, etc. Et en fait, on est très, très heureux de vous annoncer qu'on va vous livrer un épisode spécial sur l'arracheuse de temps. Alors, on va mettre ça en ligne lundi. On vous invite quand même à écouter le film avant d'écouter l'épisode parce que vous allez pouvoir plus l'apprécier. On a des entretiens avec plusieurs des comédiens et avec Francis Leclerc lui-même. Mais ça peut vous mettre en haleine aussi pour voir le film. Et c'est vraiment un film qu'on recommande, surtout au grand écran, une sortie familiale. On espère que ça va rester à l'affiche jusqu'au temps des fêtes, mais... n'attendez pas. Des fois, malheureusement, les films, si tout le public attend à Noël pour aller le voir, il ne pourra pas tenir jusque-là, malheureusement. Fait que, comme tu disais, période de novembre un peu maussade, peut-être une très belle sortie. Et si vous êtes fan des contes de Fred Pellerin sur scène, il n'y a pas de raison de ne pas apprécier ce film-là. Non, vraiment pas. Vous ne serez pas déçus. Puis... Sinon, écoute, bravo à Francis et toute son équipe pour ce magnifique film de chez nous. Dans un tout autre registre, on passe à King Richard. On mentionnait tout à l'heure un film qui a un certain buzz, surtout pour son comédien Will Smith. Donc, King Richard qui raconte un peu les manigances ou comment le père des sœurs Williams s'est pris pour les faire monter, les faire devenir des super vedettes du tennis. Exactement. King Richard, en français, King Richard, au-delà du jeu, du réalisateur Reynaldo Marcus Green. Comment je connaissais pas, j'ai pas vu. Non, moi non plus. Il a fait un petit drame policier indépendant là, à peu près en 2018, Monster and Men, mais sinon pas bien connu du public. Même chose pour le scénariste Zach Baylin, c'est vraiment son premier gros scénario. J'ai vu qu'il était attaché à Creed 3 qui viendra un jour, mais par le passé, pas grand-chose. Il faisait plus des arts visuels sur des productions. Comme tu as mentionné, c'est pas un film sur les sœurs Williams, c'est sur leur père, alors Richard Williams, qui lui, il avait vraiment un plan dans la tête. C'était pas un joueur de tennis, il connaissait pas grand-chose à ça, mais il savait que ses filles pourraient devenir un jour championnes du monde dans ce sport-là. Dans le fond, c'est vraiment son objectif. Il a même écrit un genre de guide de 78 pages là, avant leur naissance sur quoi faire, à quel moment, leur progression et tout. Fait que c'est comme ce serait quasiment le coach de préparation physique le plus crinqué au monde. Oui, vraiment. Mais le film est super bien bâti, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans le biopic sportif classique. Là, on alterne justement entre le drame sportif puis un biopic peut-être un peu plus atypique parce qu'on a... C'est pas juste sur les hauts et les bas de l'athlète, ce serait plus sur ceux du coach qui est à la fois père de famille et à la fois assez intense. Ouais. Alors, on parle, tu sais, il y a une personnalité quand même atypique, pas atypique, mais dichotomique, c'est ça que je voulais dire, qui est quelqu'un qui est autant passionné, mais contrôlant, qui est ambitieux, mais impulsif. Fait que le scénario jongle bien là-dedans dans le récit, puis c'est vraiment intéressant. Et c'est sûr que Will Smith en dégage vraiment fort du film. Lui, que je me souviens plus, mais il avait quand même eu 2 nominations aux Oscars à titre de meilleur acteur. Là. T'en souviens-tu, à brûle pour point? Assurément Mohamed Ali. Oui, en 2002, oui.
Et puis l'autre, écoute, tu peux mettre curiosité. C'est pas Aladdin. Je peux te dire Non, ça. c'est ça. Non, c'est La poursuite du bonheur de Pursuit of Happiness en 2007. Fait que on pense très bien qu'il pourrait récolter une 3e nomination ici. Là. Dire qu'il va gagner, c'est encore tôt. trop Là, on va tôt, attendre d'avoir les nominations pour se mouiller. Mais on parle aussi, tu sais, c'est sûr qu'on attache peut-être meilleur film, meilleur scénario, mais en tout cas, ça, c'est une autre paire de manches. Là. Peut-être la nomination, mais le gagner, ça serait quand même très difficile. Mais c'est quand même un excellent film. Et les acteurs autour de lui, il y a John Bernthal, qui est quand même connu aussi, entre autres pour Walking Dead. Ouais, et The Punisher. Ouais, c'est ça, la série. Et les autres sont un peu moins connus, mais on note quand même Anjanu Ellis, qui fait la Oracine Brandy Williams, donc la mère de famille, qui vient vraiment balancer la dynamique familiale. Et il y a évidemment quelques scènes de confrontation avec le père, dont il y a une scène vraiment bien précise qui est super forte, puis que on dirait que juste avec cette scène-là, ça mériterait probablement là, une nomination d'actrice de soutien, ou en tout cas, c'est à considérer. Fait que c'est pas pour rien que le film sort à ce temps-ci de l'année. Ouais, je pense que si autant vous êtes fasciné par le tennis que juste le sport ou le parenting intense, là, ça peut être une très belle idée. Ouais, ben ça, c'est vraiment le film qu'on dit à performance, c'est pour les comédiens, mais en même temps, c'est un sujet qui est assez intéressant, comme tu dis, vu que ça porte pas sur les vedettes qu'on connaît, mais sur un peu le dessous de leur histoire. Ben, c'est un angle intéressant, je pense, à exploiter, à explorer. C'est ça, fait que les sœurs Williams sont vraiment dans leur jeunesse là, dans ce film-là, fait que c'est pas un portrait des frères comme on les connaît à une vingtaine d'années, mais plus vraiment de leur jeunesse là, de 8, 10, 12 ans. Et dans un tout autre registre... si vous voyez le T-shirt à Patrick... Ah oui, moi je suis thématique. J'ai pas pu résister d'enfiler mon chandail de Ghostbusters pour cette suite Ghostbusters Afterlife. Écoute, une suite qu'on n'attendait plus, honnêtement, pour les fans comme je suis, de la première heure. Donc, je suis un peu plus vieux que Jeff. Alors, moi, j'ai grandi, j'ai connu le phénomène Ghostbusters lors de sa sortie en 1984. Ça ne nous rajeunit pas. Évidemment, on avait un deuxième film en 1989 qui était très mitigé. On ne se cachera pas qu'il n'était pas une grande suite. Ça se sentait forcé. On voyait même que les comédiens, en tout cas Bill Murray surtout, croyait plus ou moins, il l'a fait, je pense, plus pour faire plaisir à ses collègues. Et je dirais, depuis une vingtaine d'années, honnêtement, on attendait un 3e Ghostbusters. Bill Murray se laissait toujours désirer. C'est toujours lui qui disait non au projet. On avait une pseudo-suite qui avait été annoncée. En fait, le 3e volet Ghostbusters était le jeu vidéo pour la Wii. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Non, Donc, tous les comédiens avaient repris leur voix. Et même Rick Moranis, qui est complètement disparu du radar aujourd'hui, avait accepté de participer au projet. Donc, pour beaucoup de fans, je pense que c'était comme un peu la fin de ce rêve-là. Surtout qu'on avait relancé la franchise avec des femmes. Mais, Eureka, on a réussi à trouver le scénario parfait. Et c'est le fils de Ivan Reitman, donc du créateur, du réalisateur et producteur de l'original, qui tourne cette suite, Ghostbusters Afterlife, qui raconte quoi, mon cher? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce film-là? Oui, ben en fait, c'est ça. Ce que Jason Reitman a mis en place, c'est une mère célibataire et ses 2 enfants qui arrivent dans une petite ville, voire village, assez miteux, là, je dirais. Sans offense, c'est une ville fictive. Puis, ils découvrent tranquillement leur connexion avec ces célèbres chasseurs de fantômes et le legs que leur a laissé leur grand-père. Et par legs, c'est aussi les problèmes qui vont se dérouler dans cette ville de Somerville. Donc, un film qui se déroule 30 ans après les événements de 1989, bien qu'il n'y ait pas de lien, je dirais, avec cette suite-là. Je pense que ça peut être vraiment plus une suite directe à l'original. Ouais, au premier, effectivement. Et donc, évidemment, on retrouve au générique quand même de très bons comédiens. Carrie Coon, écoute, il y a une filiation Marvel. Je vais te la donner rapidement. Je ne sais pas si tu l'avais dans tes notes. Non, surprends-moi. Donc, Carrie Coon qui joue la fille d'Egon Spengler. On ne se cachera pas. C'est pas un spoiler. L'histoire tourne autour de Egon Spengler. Donc, elle joue sa fille
que Egon avait abandonné très jeune. Ça, c'est le personnage joué par le défunt Harold Ramis. C'est le Ghostbusters intello avec les lunettes. Donc, Carrie Coon jouait dans Avengers Infinity War. Elle jouait Proximity Midnight, qui était une des sbires de Thanos. C'était assez grimé, en bien noir, maquillé. c'est ça. Donc, non, on la reconnaît vraiment pas dans Avengers. Ça, c'est Infinity une War. des deux qui se bat avec Vision pas mal pour avoir son diamant, là, son gem. On retrouve McKenna Grace qui joue la petite fille d'Egon Spengler et elle jouait la jeune Captain Marvel. Elle jouait la jeune Carol Danvers dans Captain Marvel. OK. Et on retrouve Paul Rudd, évidemment, Ant-Man et l'homme le plus sexy de la planète selon People cette année. Ben oui, je savais pas si tu allais le mentionner. Il a gagné le Sexiest Man Alive 2021. Et également au générique, un comédien que j'adore, Finn Wolfhard, plus connu sous le personnage de Mike dans Stranger Things. Donc vraiment un bon mix et honnêtement, je trouve que le choix de Finn et surtout McKenna Grace, une jeune comédienne, elle avait, je pense, 13 ans à l'époque du tournage. Il ressemble beaucoup à Harold Ramis. Je trouve qu'ils ont vraiment bien choisi. Bien casté, bien joué. Fait que vous aurez compris avec la distribution aussi que on est dans la veine là, des Goonies puis des enfants qui vont vivre l'aventure. Fait que là, c'est pas une gang d'adultes, mais vraiment eux, c'est ça qu'ils retrouvent comme les traces parce qu'ils pensaient que leur grand-père était juste un vieux bonhomme fou. Mais non. Il se trame des choses un peu sombres et sinistres à Somerville. Non, Jason Reitman, écoute, il fait vraiment une lettre d'amour au film de son père, à cet univers-là. J'ai vu quand même quelques critiques un peu méchantes, je trouve, là, qui parlaient beaucoup de fan service. Puis je trouve que c'est un terme qui est très galvaudé, là, de faire plaisir aux fans, mais un peu gratuitement, alors que je trouve que c'est pas le cas. On sent vraiment que Reitman, qui est aussi co-scénariste, aime ces personnages-là, aime cet univers-là, et je pense que lui rend bien hommage. On a beaucoup de liens avec le film original, pas nécessaire à voir pour les plus jeunes, peut-être qui n'ont jamais vu les premiers Ghostbusters, mais on retrouve toute la mythologie entourant Ivan Shandor et Zool et Gozer et tout ça, donc évidemment, tous ces antagonistes-là du premier film. Et évidemment, je pense qu'on ne dévoile pas grand-chose. C'est pas un gros spoiler. Qu'on retrouve quand même nos Ghostbusters originaux. Mais évidemment, tout est caché. Alors, on ne vous en dira pas plus. Mais quand même, vous allez vivre une fin quand même émotionnelle, satisfaisante, là, quand on les voit réapparaître, évidemment, dans le film. En costume, cette fois-ci. Donc, bravo. Ça met une petite larme à l'œil. Puis, il y a beaucoup d'amour, comme tu as mentionné. Il y a des effets aussi pratiques, un peu comme on mentionnait avec l'arracheuse. C'est sûr qu'ici, il y a quand même beaucoup de CGI et d'effets de proto-pack laser et tout. Mais il y a quand même beaucoup d'effets réels et concrets qui sont très intéressants. Un bon humour dans le film, puis sans trop tomber dans le slapstick, comme on dit, ou juste l'absurde. Beaucoup de blagues de nerd, un peu, là, un peu geek, parce que la jeune fille, c'est ça, elle est un peu asociale, parce qu'elle est finalement quasiment trop intelligente, puis plus intéressée par, je sais pas, les sciences, là, littéralement. C'est quand même une ode aux sciences, ce film-là. Oui, puis dans le personnage de Paul Rudd, bien évidemment, qui est toujours un peu très cabotin, donc évidemment, on retrouve... dans un excellent rôle pour ça. Donc moi j'ai trouvé le scénario vraiment bien écrit, au-delà juste de l'histoire que j'ai trouvé intéressante et justifiée pour faire une suite. Mais dans les plus petits moments tranquilles, je trouvais la relation entre McKenna Grace et son frère Finn aussi, la dynamique entre deux ados, le frère un peu plus vieux, la jeune sœur, je trouvais que c'était bien amené. Beaucoup de petits one-liners intéressants, là, du dialogue bien écrit. Oui, absolument. Puis, grosse musique épique, là, quand même, tout au long du film. On reprend beaucoup de motifs de la trame sonore originale de l'époque. Alors, ça aussi, bravo à Reitman de ramener ça. Évidemment, la chanson thème mythique, on va l'attendre à un moment donné dans le film aussi. Donc, tout ça est là. Et rester aussi à la fin du générique, parce qu'il y a milieu générique, c'est ça. Il y a un petit quelque chose avant le générique déroulant. Puis... je vais acheter quelque chose. Ah oui, c'est très technique, là, mais Running Time, moi, c'était comme parfait. Là. Je pense que c'est à peu près pas mal pile 2 heures, juste assez pour
pas se presser, quand même établir les choses. Comme on dit, si vous revisitez le premier, puis que tout de suite après, vous allez écouter ce nouveau-ci, là, SOS Fantôme, l'au-delà, peut-être que vous allez trouver que beaucoup d'éléments se sont rappelés directement, mais mettons, moi, par exemple, j'ai pas vu le 1 depuis quelques années, mais je sais comme qu'il existe et plusieurs des éléments. Puis là, je trouvais ça rafraîchissant de la manière qu'il le ramène. Là. C'est vraiment... S'il avait fait cette suite-là 2-3 ans après le premier, ça aurait été trop peut-être copier-coller. Ouais. Mais le fait de le faire 25-30 ans et que déjà, à cause de la pandémie, on l'attend solidement depuis 1 an parce que là, on savait qu'il existait puis on avait déjà vu une bande-annonce puis des affiches. Là, c'est comme parfait. Oui, l'effet de nostalgie opère super bien, justement. Et puis... écoute, ça laisse cette impression-là que la job n'était pas finie avec le premier, finalement. Donc, moi j'ai vraiment aimé l'angle de l'histoire de Jason Reitman. Là, c'était lui qui a amené un flash, comme on dit, en bon québécois. Puis, non, vraiment un excellent boulot. Puis tu le mentionnais, on retrouve vraiment un peu une sensation des films des années 80 de cette époque-là, surtout des productions Amblin de Steven Spielberg, que ce soit les Goonies, E.T., Poltergeist, là, tout ça. Donc, tous ces films iconiques-là que Spielberg avait produits. Donc, ça se sent à l'écran. Évidemment, un peu comme on en discutait justement avec J.J. Abrams et son 8 mm. Donc, Jason Reitman aussi. Oui, c'était super 8, je pense. Oui, Super 8. Parce oui, que 8 mm, c'est autre c'était chose. Nicolas Cage, ça, c'est moins... Tout à fait. Donc, Super 8, dis-je. Donc, évidemment, tant que Reitman et Abrams ont grandi avec ces films-là. Donc, dans les deux cas, c'était... c'est ça, vraiment une lettre d'amour à ce genre de cinéma. Alors, je pense que les fans, vous ne serez pas déçus, honnêtement. Ceux qui adorent l'univers, je pense que c'est très, très satisfaisant. On a enfin cette suite qu'on attendait. Et je pense pour une nouvelle génération, je pense qu'ils vont triper, je pense qu'ils vont embarquer dans la proposition qu'on leur offre. Là. Vraiment, c'est des personnages, les jeunes sont super sympathiques, puis des beaux modèles charismatiques. Ouais, ouais, tout à fait. Puis, c'est ça. Fait que c'est parfait. Les fans de la première heure sont convaincus. Tout à fait. Et moi, ben là, je dirais pas que je suis une jeunesse de 15 ans, mais moi qui ai apprécié ça sans plus, j'ai vraiment aimé ce film-là aussi. Gros blockbuster américain, c'est toujours un risque quand on pousse sur la suite, mais peut-être qu'ils l'ont bien mûri, tu sais. Tantôt, tu as passé rapidement sur la version de, je sais plus c'était quoi, 2015-16, là, avec la distribution féminine. Le problème, c'est pas que c'était des filles, c'est juste que les personnages n'étaient pas très attachants. De le refaire, c'est correct, là, mais comme on dit, c'était juste... Ça manquait d'amour. Il manquait quelque chose, effectivement, parce que visuellement, c'était vraiment impressionnant. Et encore là, c'est ce que j'ai mis. Il y a beaucoup de retenue dans ce film-là. On n'est pas dans la surenchère comme l'autre Ghostbusters l'était, puis en même temps, c'était correct qu'on voulait vraiment impressionner avec les technologies d'aujourd'hui, mais j'ai trouvé que dans Ghostbusters Afterlife, c'est ça. On était dans une certaine retenue. Là, on a comme... à part la fin, là, évidemment. On a comme respecté l'univers du premier, parce que comme Patrick a mentionné, c'est encore Zuul, là, c'est un peu le même méchant qui revient. Mais fait qu'on n'a pas genre éclaté cet univers-là x30. Là, c'est à peu près la même chose. C'est sûr que les effets sont mieux faits. C'est plus du stop motion, là, c'est du CGI quand des bêtes courent et des éclairs sont là, des choses comme ça. Mais... Et d'ailleurs, c'est une comédienne très connue qui joue Gozer, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une top modèle, un peu asexuée, là, parce qu'on voulait un personnage un peu androgyne. Androgyne, en fait, j'ai ça. dit elle, mais il explique même que cette espèce de créature-là, c'est ni il ni elle. Là. C'est une créature non genrée. Alors, c'est Olivia Wilde qui joue. Je ne l'ai pas reconnue du tout. Très bien maquillée. Donc, j'avais vu ça passer. Mais elle, c'est pas la... Ah non, j'ai mêlé des Jason, excusez. C'est ça. C'est la femme de Jason Sudeikis, pas Jason Reitman. J'ai mis toutes les mêmes Jason dans une boîte, mais ignorez ça. Donc, Ghostbusters Afterlife, un excellent divertissement et tant mieux que Bill Murray a finalement accepté de participer. Il paraît que c'est comme un peu un loose cannon. Lui, c'est très dur de le booker 2 ans d'avance. Il va faire je vais peut-être être là. Il paraît que je pense même le premier Ghostbusters, c'était un peu ça. Il a dit qu'il viendrait. Il était 24 heures avant le tournage, il était toujours pas là. Puis le matin, il est arrivé un petit peu en retard, mais il est arrivé sur le set. Puis on le fait, le film. Puis... Et tu
On va terminer ça, mais avec un petit fun fact. Ouais, vas-y. Parce que, évidemment, Bill Murray, pourquoi il a toujours refusé de participer dans un troisième film, c'est qu'il y a toujours une relation amour-haine avec la franchise Ghostbusters. Parce qu'à l'époque, justement, le film avait été écrit pour John Belushi, qui était le rôle de Peter Venkman, qui était le grand chum de Dan Aykroyd. Ils avaient fait les Blues Brothers ensemble, tout ça. C'était connu à Saturday Night Live, comme Bill Murray aussi. Et lorsque Belushi est décédé, évidemment, ils se sont tournés vers Bill Murray. Et la condition pour accepter de tourner dans Ghostbusters, c'est qu'il avait négocié que le studio Columbia produise un autre de ses films. Et c'était The Razor's Edge, qui était un petit film indépendant sur le gonzo journaliste Hunter S. Thompson que Johnny Depp avait incarné dans Fear and Loathing. OK, oui. Ouais. Oui, OK. Donc, c'est ça. C'était un peu l'histoire de ce personnage-là. Et fait que Columbia, évidemment, était très heureux d'avoir Bill Murray dans un film Ghostbusters. Ils ont dit oui. Et autant Ghostbusters avait été un des grands succès de l'année, autant Razor's Edge avait été un échec total, tant critique que commercial, et qui avait même mis Bill Murray sur une pause. Il a pris 4 ans après Ghostbusters. Je ne sais pas si tu le sais ou tu t'en rappelles. Non, je n'ai pas analysé à ce point-là sa filmographie. Il était revenu avec Scrooge en 1988. Et donc, il avait comme vraiment détesté un peu le succès populaire que Ghostbusters était devenu. Parce que c'était vraiment un grand phénomène en 84-85 dans ces années-là. Et finalement, pour le deuxième film, il le raconte lui-même qu'il a accepté quand ils se sont rencontrés, tous les gars ensemble avec Ivan Reitman, puis il s'est comme senti obligé d'accepter de tourner le film. Ouais, parce que sinon le projet n'aurait pas marché. Puis là, peut-être qu'une fois sur le plateau, puis après le buzz, il a fait « Ah ouais, c'est pour ça que j'aimais pas ça. » Mais je pense qu'il a appris à faire la paix, là, puisque ses rôles dans Zombieland et tout, on dirait qu'il accepte son succès. Il paraît qu'il y a plein de trolls, si vous permettez l'expression, là, qu'il est du genre à faire des trucs avec des fans, puis dire « Anyone ne croira pas là, », qui arrive dans des parties de fraternité quasiment. Puis oh oui, des fois, c'est un party crasher. C'est ça la figure populaire qu'il est devenu. Ouais. Donc, drôle de personnage, effectivement, comme tu l'as mentionné. Sinon, écoute, si on parle de drôle de personnage, on peut parler aussi d'un autre Québécois, cette fois-ci un comédien aussi, qui vit une situation hors de l'ordinaire. Oui, puis assez triste, voire tragique. C'est Serge Thériault, qui est peut-être... pas contre lui, mais malheureusement, au centre du documentaire Dehors, Serge Dehors, de Martin Fournier et Pierre-Luc Latulippe. Alors, ça fait à peu près plus de 6 ans que, justement, le comédien Serge Thériault, là, qu'on connaît pour, entre autres, Ding et Dong, mais aussi La Petite Vie, Gas Bar Blues, il est atteint d'une grave dépression, puis il vit à l'abri des regards, reclus. Et c'est pas une fiction, là. C'est malheureusement sa situation actuelle. Il n'est jamais sorti en dehors de son appartement depuis 6 ans. Il vit carrément fermé. C'est ça. Fait que le documentaire, il suit comme sa conjointe, leur fille, puis les voisins du demi-sous-sol qui restent comme en dessous de chez lui. Ça semble un peu voyeur, mais au générique, on mentionne quand même que le comédien a donné son accord pour la production du film. Comme il dit, c'est un film sur l'attente, puis c'est quand même le récit là, d'une lente remontée vers la lumière. Fait qu'il y a de l'espoir dans le film. C'est encore plus, puis des fois on dit tragique parce que c'est comme une personnalité, c'est quelqu'un qu'on connaît sans connaître et qu'on a connu surtout pour faire de l'humour beaucoup. Ah oui, qui était très apprécié du grand public. C'est ça, qui vit une passe rough. Mais si c'est votre genre, si vous êtes un peu curieux, mais surtout touché par la maladie mentale, finalement, puis la dépression. Si vous êtes en dépression en ce moment, je vous le conseille peut-être pas, mais si vous avez passé au travers ou quoi que ce soit, c'est un film très humain à ce moment-là. Puis comme dit, c'est pas juste du voyeurisme pour parler de Serge, là, c'est comme pour parler du phénomène autour de sa situation à lui. Ça doit être pour ça qu'il a donné son aval au film, finalement, pour sensibiliser, finalement. Sa condition de vie a quand même un grand impact sur sa conjointe et sa fille, une adolescente aussi, donc qui trouve ça très dur de voir son père comme ça. Comme elle dit, souvent, il est tout le temps étendu sur le divan, il bouge pas. Puis c'est ça. Fait que lui-même apparaît. C'est ça, c'est qu'il apparaît pas vraiment à caméra. Leur voisin d'en dessous fait ses courses, va y acheter des culottes, amène la bouffe. Ouais. Puis on l'entend comme marcher dans l'appartement d'en haut, des choses comme ça. Donc, vraiment curieuse histoire. Alors, Dehors, Serge Dehors, qui ne doit pas être distribué, par contre, dans beaucoup de salles. Mais si vous avez la chance, tant mieux. Et sais-tu d'où vient le titre?
T'étais-tu un fan de Ding et Dong? Ben, je respecte ça, mais je suis quand même un peu plus jeune, fait que je peux pas dire que je connais tous les sketchs et le film et tout. Ouais, quand ils terminaient leur spectacle, ils disaient toujours dehors, public, dehors. Ah, je changeais ok. comme une berceuse, puis c'était comme dehors, public, dehors, mais dehors, public, dehors. Alors, un petit Ah, je là-dessus. comprends le clin d'œil. Puis c'est aussi, je pense, les 3 accords qui signent la musique du film. Ah, OK. Mais musique originale, là, fait que c'est pas Ouvre tes yeux Simon, là, mettons, qui joue dedans. Là. Je pense qu'ils sont allés en musique originale et peut-être plus instrumentale que chantée. Et sur cette note moyennement joyeuse, cela dit, c'est ce qui conclut cet épisode. Gros week-end. Alors, si ça fait quelques semaines ou que vous n'êtes pas sortis au cinéma, là, sans compter toutes les sorties des précédentes semaines, ça déboule. Là. C'est vraiment... Il y a du très bon matériel à aller voir en salle dans un cinéma près de chez vous. Et nous, la semaine prochaine, on vous parle de plein de films, en fait. On vous en parle toujours de plein, mais là, on ne sait même pas sur quoi axer notre mise en bouche, notre aguiche, parce que ça sera le Thanksgiving américain. Mm-hmm. Et ça, c'est synonyme de plein de sorties. Il y a même des sorties des films qui vont prendre l'affiche en milieu de semaine. Nous, on vous en parle quand même le vendredi à notre habitude. Il va y avoir la saga Gucci, qui est le 2e film de Ridley Scott cet automne. Ouais. Le Encanto de Pixar. On a même un Resident Evil. Fait que là, on a de tout. On a de l'horreur. Aussi, même chose. Là, je pense que les Américains veulent que tout le monde aille au cinéma. Ouais. Et au Québec, on a pas le mythique, ça peut pas être encore mythique, mais plutôt l'objet de curiosité qui est Aline, le film librement inspiré de la vie de Céline Dion par Valérie Lemercier. Ouais, qui réalise et qui incarne Aline, donc cette fausse Céline. Donc, on vous en parle. On vous en parle la semaine prochaine. Ouais. Puis, entre-temps, si vous ne pouvez pas attendre et vous voulez savoir déjà ce qui se passe avec Aline, vous pouvez nous écrire au balado au singulier à commercial-monciné.ca. Et comme chaque semaine, nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique au monciné.ca ou en version physique dans la plupart des cinémas de la province. Et là-dessus, merci Patrick. Bonne semaine à tout le monde et rappelez-vous, who are you gonna call?